Sortie pédagogique à Bamako. Journal parlé présenté par les étudiants de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, spécialité radio. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette première édition de la sortie pédagogique de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. À la présentation, Soumaïla Issa Meiga, au sommaire. Le Mali décidé à mieux profiter de sa production d'or en se dotant d'une raffinerie. Le chef de la transition a posé hier à Sénou la première pierre. Célébration hier de la journée de l'enfant africain et lancement des états généraux sur la situation de la femme. C'était au CICB avec des promesses d'amélioration du sort de ces importantes et vulnérables couches sociales. Le monde de l'éducation entre en période d'examen. Débuté en retard, les programmes de formation ont été bien bouclés. Les candidats gardent espoir. Clôture ce jour à 100 de la quinzaine de l'environnement. Beaucoup d'efforts à faire pour sauver partout le cadre de vie. Le lynchage public, un phénomène à combattre coûte que coûte. Le dossier du jour dans ce journal. Page sportive de ce journal consacrée au parcours du Stade malien, club champion du Mali pour la 21e fois. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Les étudiants de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, spécialité presse écrite, radio et télévision, du lundi 16 au samedi 21 juin, leur deuxième sortie pédagogique à Bamako. Avant de développer les titres, nous sacrifions à la coutume en adressant des chaleureuses et respectueuses salutations aux familles fondatrices de Bamako. J'ai nommé les familles Naré, Dravé et Touré. Pourquoi le choix de Bamako pour la présente sortie pédagogique, suivant l'édito de Aboubakar Warma? C'est la toute première fois que la direction de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication décide que les étudiants vivent leur sortie pédagogique in situ, c'est-à-dire sur place à Bamako. Belle lecture des signes des temps, disons, des contraintes objectives au plan sécuritaire, vigilance et prudence obligent. Après Fana, Bougouni, Kita, Sikasso, Ségou, Koulikoro, Dioïla, c'est le tour de Bamako, la capitale asymbolique des Trois Caïmans, d'être sillonné par les étudiants en journalisme à la recherche d'informations pour lier la théorie à la pratique. Un bon choix, car Bamako, la capitale, recèle tous les arts de vie de la population malienne. C'est la ville, siège des hautes institutions de la République, de la plupart des directions nationales ou générales, des services et des grandes entreprises, des grands commerces, des grandes écoles et facultés, des ambassades et chancelleries, j'en passe, qui font l'actualité au quotidien. Vaste terrain de l'événementiel. Information institutionnelle, certes, mais vie des différents secteurs de la productivité. Voilà qui retiendra l'attention des étudiants de la 3e année, toutes spécialités confondues, presse écrite, radio et télévision. À nos stylos, micros, caméras, en cette phase spéciale de notre formation. Sorte de session intensive en contact avec les réalités sur le terrain. Traquer les faits, collecter, trier, traiter et diffuser. N'est-ce pas les b.a.-ba du métier que nous avons choisi d'exercer? Informer, c'est aussi former l'opinion. Construire une vision, c'est ce travail social, véritable mission de service public que le journaliste s'attelle à accomplir pour peu que le champ lui soit favorable d'exercer sa profession. Nous parlerons d'éducation en cette période des examens à l'approche des vacances scolaires. L'hivernage ne nous échappera pas, disons le développement rural dans ce Mali à vocation agro-silvo-pastorale par excellence. Surtout que les services de la météo annoncent la couleur. Les fruits découlant du travail de la terre invitent à briser les chaînes mentales de l'immigration clandestine dévastatrice en vie juvénile. Il s'agit de sensibiliser et de convaincre la jeunesse rurale comme urbaine que l'on peut bien entreprendre, se réaliser et réussir en restant sur place dans les pays. Et que la crise multidimensionnelle, faite actuellement de douleurs, de sang et de larmes, passera si nous demeurons unis. Au fil de la semaine, nos reportages toucheront le milieu de l'entrepreneuriat, de l'environnement, car le désert avance. Nos fleuves sont souillés, nos rivières chachessent à cause de certains mauvais comportements. Nous parlerons du secteur minier dans ce Mali, grand producteur d'or, et au sous-sol si riche. Évidemment que les activités sportives, toutes disciplines confondues, et les faits divers ne resteront pas sous silence. Nous sommes bien en ville. Comme de coutume,
Les productions journalistiques des étudiants sont soumises à critiques et à évaluation rigoureuse. Alors, durant cette sortie pédagogique à Bamako, il nous faudra prouver en toute humilité à la direction de l'école, à l'ensemble du corps professoral, que jamais leurs efforts pédagogiques ne seront vains. En cela, nous comptons sur la disponibilité des différentes sources d'information pour l'accès à l'information adéquate qui permet d'accomplir les devoirs d'informer et d'être à hauteur des souhaits. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a procédé ce lundi 16 juin 2025 à la pose de la première pierre de la future raffinerie d'or du Mali, à Sénou, en commune 6 du district de Bamako. Le capital détenu à 62% par l'État malien, cette infrastructure vise à renforcer le contrôle national sur le secteur minier. Compte rendu Aboubakar Warma. L'or du Mali brillera-t-il désormais pour les Maliens? Une aspiration populaire de longue date. Pour y répondre, le gouvernement a entrepris plusieurs actions concrètes, parmi lesquelles la construction d'une raffinerie d'or. La première pierre de cette infrastructure majeure a été posée hier à Sénou par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, selon qui cette raffinerie permettra au pays de mieux contrôler son secteur minier, domaine aurifère notamment. La réalisation de la raffinerie d'or du Mali est une affirmation de notre souveraineté économique et cela permet non seulement de contrôler et surtout de suivre la traçabilité de la production d'or. Aussi, cela permet non seulement de rentabiliser les revenus tirés de l'or et de ses produits dérivés. Le plus important est que la nouvelle usine d'affinage d'or sera la seule entité à affiner l'or de toutes les sociétés minières installées au Mali et cela va forcément accroître le nombre d'emplois indirects et indirects pour la jeunesse malienne. Avec une capacité de raffinage de 200 tonnes d'or par an, la raffinerie pourrait jouer un rôle clé dans la stabilisation de l'économie nationale, selon plusieurs facteurs, explique Ousmane Maïga, économiste. Actuellement, le Mali exporte la majorité de son or brut sous forme non raffinée. Donc, ce qui signifie qu'il y a une grande partie de la valeur ajoutée qui est captée par l'étranger. Donc, avec une raffinerie, le pays pourrait raffiner l'or localement et capter part beaucoup plus importante de la chaîne de valeur. Donc, cela peut entraîner une augmentation du revenu national brut, étant donné que la vente d'or fini en lingots certifiés est généralement à un prix supérieur à l'or brut. La mise en place d'une raffinerie peut contribuer au renforcement des recettes fiscales de l'État. Le projet est le fruit d'un partenariat stratégique entre la République du Mali et la Fédération de Russie, précision du chef de l'État. Et je voudrais aussi saluer la coopération entre la Fédération de la Russie et le Mali qui ne cesse de se renforcer davantage. Et nos partenaires russes nous accompagnent dans le cadre de l'expertise et surtout dans le cadre du transfert de compétences. Et je tiens vraiment à saluer aussi particulièrement la société Yadran. L'État malien détient 62% du capital social de la raffinerie, un choix qui traduit sa volonté d'assurer un contrôle majoritaire sur cet outil stratégique. En plus de ses retombées économiques, l'infrastructure devrait permettre la création de nombreux emplois, renforçant ainsi le tissu économique national. Toujours pas de compromis entre l'État malien et la société Barrick Gold à propos de la gestion de la mine d'or Loulo-Gunkoto dans la région de Kaya. La justice malienne vient de nommer Zoumana Makadi, administrateur provisoire de cet important site de production d'or du pays. Ancien ministre Zoumana Makadi est un économiste de renom dont la rigueur ne fait l'objet d'aucun doute, affirme-t-on dans les milieux financiers. On peut dire que le différend opposant l'État malien à la société minière a franchi une nouvelle étape. Affaire à suivre. La journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin est un moment fort pour réfléchir à la situation des enfants sur le continent. Cette année, la célébration coïncide avec les États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille, un événement majeur. Cette concomitance offre une occasion unique de souligner les liens étroits entre les droits des enfants et ceux des femmes, ainsi que l'importance de la famille. Une question sur laquelle s'est penchée Ndeye Mariam Diop. 16 juin 1976, le sang coulait à Soweto, en Afrique du Sud. Le 16 juin 2025, l'écho de cette lutte persiste. Nous rappelons que le combat pour les droits de l'enfant n'est pas terminé.
L'héritage de cette lutte s'est manifesté dans la grande salle des 1000 places du CICB, nos valeurs et culture, bouclier pour nos enfants. C'est le thème de cette 34e édition de la Journée de l'enfant africain. Un clin d'œil à l'année de la culture. Les efforts ont été constatés et salués quant à la protection des enfants. Cependant, la question de l'éducation pour tous continue. Une préoccupation majeure évoquée par Mademoiselle Fatoumata Dit Djamoussa Kane, présidente du Parlement des enfants au Mali. Malgré des avancées dans le domaine de la protection des droits de l'enfant, il reste encore du chemin à parcourir. Combien d'enfants ne vont pas à l'école, dans nos villes comme dans nos villages? Surtout les filles qui abandonnent très tôt. Le manque d'infrastructures scolaires et de loisirs, la pauvreté, l'insécurité, le travail des enfants sont devenus tristement courants. Cette date du 16 juin, aussi sombre soit-elle, se veut annonciatrice de renouveau et réalisatrice des objectifs clés au-delà de la commémoration. Le représentant de l'UNICEF au Mali, M. Franck Cachando, réaffirme l'engagement de l'organisation à accompagner le pays. Chaque 16 juin, c'est toujours une occasion de plaidoyer, où l'UNICEF, aux côtés des autres acteurs, aide les États à faire une évaluation et à adresser de manière spécifique les problèmes qui se posent dans le pays. Aujourd'hui, nous parlons des investissements, nous parlons de la budgétisation sensible aux enfants, qui a été choisi comme le thème régional. Mais chaque fois, l'UNICEF est aux côtés des pays et des acteurs pour aider à réfléchir et à prendre des décisions qu'il faut. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Diarra Djeneba Sanogo, a énuméré les actions qui seront posées au cours de cette commémoration dans les différentes régions. Les activités retenues sont en gros l'organisation de conférences de la sous-secrétaire nationale, les éditions radiophoniques et télévisées, le lancement officiel du système de gestion de l'information sur la protection des enfants au Mali, prévu pour le 18 juin à l'hôtel Salam. La projection de films intitulée La femme de Kahawa, la remise officielle de drones en ville et non ville à certaines structures d'accueil linguistique à Bamako et dans les régions comme Tripoli, Kasso, Sousse et Bouddha. Parallèlement à cette journée de célébration de l'enfant africain, les activités des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille ont été officiellement lancées. Au programme, 5 axes thématiques bien déterminés dans un cahier de charges ont été remis au ministre de tutelle par la présidente de la commission de l'organisation des États généraux, Mme Meiga Sinadamba, ancienne ministre du secteur. Axe 1, gouvernance, genre et autonomisation de la femme et de la fille. Axe 2, protection et promotion de l'enfant. Axe 3, promotion de la famille. Axe 4, violence à l'encontre des personnes, y compris les violences basées sur le genre. Et enfin, dernier axe, les questions transversales. Les travaux organisés dans les régions vont durer 3 jours. Il est impératif de renforcer les politiques pour les femmes, les enfants et les familles. Priorité à l'autonomisation, la protection et l'accès aux droits, tout en luttant contre les inégalités. Un engagement collectif et essentiel. Pour le monde de l'éducation, on entre dans la période des examens selon les cycles d'enseignement. On se rappelle que l'entrée s'est déroulée en novembre au lieu d'octobre. Alors, que retenir de l'exécution des programmes malgré un mois de retard à la rentrée, tant au niveau du fondamental que du secondaire? Notre reporter Abdoulaye Souleymane Togo. Malgré un mois de retard dès la rentrée, le second cycle 1 du groupe scolaire Mamari Diarra numéro 2 de Medina Koura en commune D du district, dirigé par Aldjuma Seguimple, a réussi à boucler l'ensemble du programme dans les classes d'examen. Précision du directeur de l'établissement. Les épreuves, à mon avis, se sont déroulées sans problème. Les petits hicks qu'on a eu, il y a eu des fuites pendant l'examen qu'on a corrigé rapidement pour pouvoir continuer les examens. Sinon, il n'y a pas eu d'autres problèmes. Tout s'est déroulé dans les bonnes conditions. Pour les candidats, il n'y a eu aucun problème. On a pu épuiser le programme. Cependant, Konimba Traoré, professeur d'anglais dans les 10 établissements, déplore des difficultés dans l'exécution de son programme, tout en reconnaissant que les 6 heures d'IDF, diplôme d'études fondamentales, ont été abordables. Nous avons eu des difficultés par rapport à l'exécution des programmes. En ce qui me concerne, je n'ai pas pu épuiser mes programmes et beaucoup comme moi aussi n'ont pas pu épuiser leurs programmes. Tout ça, c'est dû au report de la rentrée. Pratiquement tous les sujets de l'examen, c'est porté sur les leçons exécutées.
Abdourahmane Ballo, secrétaire à l'information du comité pédagogique et de recherche pour un enseignement de qualité au Mali, confirme que de nombreux enseignants des lycées n'ont pas pu terminer les programmes d'enseignement. Un programme qui est déjà plus large pour 9 mois, si on nous demande d'exécuter ça à moins de 9 mois, ça sera difficile. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas mettre l'accent sur toutes les parties du programme. Il y a ces difficultés. Et aussi l'année a été très rapide pour les apprenants. Ils n'ont pas eu souvent trop de temps aussi pour se focaliser sur des exercices et apprentissages. Certains anciens ont pu exécuter le programme, mais ça a été rapide, comme je l'ai dit. D'autres n'ont pas pu l'exécuter totalement. Moumouni Togo, enseignant au complexe scolaire Banyele Djara de Kati Faladje, lui affirme avoir terminé son programme d'enseignement en appliquant la méthode approche par compétence. On a pris un mois de retard, c'est-à-dire que le mois d'octobre, avec tout ça, avec la technique d'APC, c'est-à-dire que approche par compétence, car approche par compétence, les élèves on met à l'épreuve, c'est eux qui font tout. Dans ce sens, le professeur n'est qu'un facilitateur. Donc avec cette méthodologie, à notre niveau, nous avons pu épuiser. Du côté des candidats, les préparatifs des épreuves écrites du baccalauréat se déroulent bien, même si quelques inquiétudes persistent. Ils reconnaissent également que les enseignants ont fait de leur mieux pour combler les retards. Aboubakar Kissiman Diallo, élève de la terminale sciences expérimentales du lycée Bouagui Fadiga, et Hawa Touré, élève en terminale sciences expérimentales du lycée Notre-Dame du Niger. D'abord, Aboubakar Kissiman Diallo, puis Hawa Touré. On essaye de se maintenir un peu. On fait des exercices, oui, mais parfois il y a l'angoisse. On se dit on n'est pas assez prêt, on n'est pas assez prêt. Mais le bac là, on aura Inch'Allah. Nos professeurs ont fait le maximum. La plupart ont fini leur programme. Ceux qui n'ont pas pu achever ont envoyé les leçons numériquement et ont expliqué en classe. Ce qui nous a permis de progresser beaucoup plus rapidement. Les préparatifs, ça se passe bien, à part que le stress est un peu là, on a un peu peur. Cette année n'a pas été une année comme les autres. On a eu un mois de retard. Les professeurs ont eu du mal à terminer avec leur programme. Mais je pense que les élèves qui suivent des cours, par exemple les élèves à l'endroit du CEPRECAM, alhamdoulilah, nous on a pu terminer avec le programme, nous qui suivons les cours gratuits. Les candidats attendent la proclamation des résultats du DF. Quant aux épreuves écrites du baccalauréat, elles se tiendront la semaine prochaine. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Fin aujourd'hui à 100 des travaux de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. Ouverte jeudi dernier dans la capitale du Santoro, Carantela, l'événement vise à mobiliser tous les acteurs, les citoyens et les autorités et les organisations non gouvernementales pour la gestion durable des ressources naturelles. Cette année, l'événement avait pour thème mettre fin à la pollution plastique mondiale. Notre reporter Kumba Boré nous en dit plus. Les activités de la quinzaine de l'environnement ont débuté il y a quelques jours à travers tous les pays. Cet événement annuel majeur vise à sensibiliser, mobiliser et encourager des actions collectives en faveur de la protection de l'environnement et de la protection du développement durable. Madame Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La 26e édition de la quinzaine de l'environnement se tient cette année à 100, une région emblématique par sa richesse naturelle et son dynamique communautaire et la vitalité de ses savoir-faire. Tout au long de cette quinzaine, des activités concrètes et porteuses de sens rythmeront la journée. Panel thématique, campagne de sensibilisation, opération de reboisement, concours citoyens et bien d'autres. Nous nous réjouissons de la forte mobilisation des jeunes, des femmes, des producteurs. La quinzaine de l'environnement mobilise les populations autour d'activités concrètes telles que le nettoyage des villes, les plantations d'arbres, les campagnes de sensibilisation ainsi que des journées de réflexion sur les changements de comportement indispensables face aux défis environnementaux. Pour les spécialistes de l'environnement, ces initiatives renforcent la conscience écologique des citoyens et encouragent des pratiques durables au quotidien. Monsieur Ibrahim Maïga, environnementaliste, professeur à l'école de journalisme. C'est 15 jours de sensibilisation, 15 jours d'information, 15 jours sur les bonnes pratiques. Et dans les bonnes pratiques là qu'il faut promouvoir, il y a la lutte contre les sachets plastiques non biodégradables qui deviennent des déchets plastiques nocifs à la santé humaine et à l'environnement. Et maintenant, il faut communiquer pour montrer quels sont les impacts négatifs des sachets plastiques sur la vie des hommes. Le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. À travers la quinzaine de l'environnement, le gouvernement entend renforcer la sensibilisation locale et nationale sur la nécessité d'agir pour un environnement sain et un cadre de vie meilleur pour nos concitoyens avec la participation active de tous les acteurs. Cela passe par des actions concrètes telles que l'agroécologie, le reboisement, la gestion participative
des terroirs et la valorisation des produits forestiers non ligneux. L'un des défis majeurs auxquels il faudra faire face dans les années à venir est la pollution plastique. Nos villes, villages et hameaux sont envahis par des déchets plastiques qui étouffent les sols, contaminent l'air que nous respirons et mettent en péril la santé publique des populations. C'est pourquoi, sous l'impulsion du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le gouvernement a engagé une réforme en profondeur du cadre juridique et institutionnel de l'environnement, l'intégration du climat dans toutes les politiques publiques. Le lancement officiel de la quinzaine de l'environnement a été marqué par un geste symbolique. Le Premier ministre a planté les tout premiers arbres dans l'enceinte de la mosquée de l'AES à San. Il a été imité aussitôt par le ministre nigérien de l'Environnement, les membres du gouvernement, ainsi que les ambassadeurs des pays de l'AES accrédités au Mali. À présent, un gros bijou à tous les papas. Après la fête des mères, on vient de fêter le week-end dernier la fête des papas, parce que les pères sont des repères pour leurs enfants, qu'une journée leur est spécialement dédiée. Occasion pour les enfants de témoigner toute l'affection qu'ils éprouvent à l'égard de leur papa, dont le rôle est plus que déterminant dans toute famille. Le reportage Djanaba Diallo. Que la santé, longévité et bonheur dans sa vie et qu'il reste comme il est. Il est déjà notre héros, notre idole. La fête des pères est une occasion pour moi de dire à mon père à quel point il compte pour moi, de faire comprendre la place qu'il occupe dans ma vie et lui dire à quel point je l'aime. Papa, c'est un rêve, je te rendrai fier un jour. Tout ce que je rêve, c'est te rendre fier. Tu auras tout ce que tu n'as pas eu dans la vie. Moi, ton fils, je te le rendrai un jour. Je te rendrai fier, tu seras fier de moi. Comme personne, papa, c'est un rêve. Merci pour la vie, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je n'oublierai jamais, tu resteras toujours un papa pour moi, un papa exemplaire, le meilleur papa au monde. Tu m'as rendu fier, je te rendrai fier. Longue vie à papa. Amour, fierté, satisfaction, c'est ce que ces jeunes rencontrés à Bamako manifestent à l'égard de leur papa à l'occasion de la fête des pères célébrée le dimanche dernier. Plus qu'une journée, c'est un témoignage d'amour de fils à père. Tout d'abord, c'est quoi être papa? Monsieur Malik Sarr, directeur adjoint de la BNDA Ségou. Être papa peut être vu sur plusieurs angles, sur le plan personnel. Donc être papa nous oblige à grandir, à revoir ses priorités vis-à-vis de la famille, et que ce soit sur le plan professionnel et sur le plan familial, et dans la gestion même de nos relations de tous les jours. Donc on est obligé de mettre en avant la vie même de la famille, et par rapport à l'enfant, nous sommes obligés d'être un guide pour eux, de savoir leur inculquer les bonnes valeurs et toutes les vertus sur le plan comportemental et des relations humaines. Et sur le plan comportemental, on est obligé de revoir son propre comportement parce que les enfants regardent beaucoup plus qu'ils n'écoutent. Donc on est obligé de revoir son comportement personnel. Être père, c'est être fort, non pas physiquement, mais mentalement. C'est un défi pas très évident pour tous. C'est un combat à mener chaque jour, chaque instant. Bonne fête des pères à tous les papas, puisse Dieu les préserver et les fortifier encore plus. Le procès dit de l'avion présidentiel et les équipements militaires a connu hier un rebondissement. Dès la reprise de l'audience de la Cour d'assises spéciale, les avocats de la défense ont soulevé l'exception d'incompétence de cette juridiction depuis l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale du Mali promulgué le 13 juin 2025. D'après de nouvelles dispositions, les cours d'assises sont désormais supprimées et remplacées par des chambres criminelles au sein des tribunaux des grandes instances. Plongeons dans le débat juridique entre spécialistes. On en saura plus dans les jours suivants. Notre dossier du jour parle du lynchage public quand le peuple décide d'être juge. Cet acte d'une grande violence était-il puni par la loi? Les auteurs s'exposent-ils à des sanctions? Amadou Sadio Kamara a cherché à en savoir plus. Ces bruits sont issus d'une vidéo postée hier lundi 16 juin et largement partagée sur la toile. Dans la séquence, une scène d'une grande violence. Un jeune homme est pris en flagrant délit de vol dans un marché d'Abidjan, la capitale ivoirienne. S'ensuit un lynchage public.
Le malheureux est bastonné à coups de fouet, de bâtons et même de pierres alors qu'il était immobilisé par 4 gaillards qui lui tenaient les 4 membres du corps. Des pratiques de ce genre sont monnaie courante dans nos grandes villes, à Bamako en particulier. Le dernier de ces cas dans la capitale remonte au 11 juin dernier lorsqu'un jeune rappeur du nom d'Abdoulaye Makalou, connu sous le pseudonyme de Lord Makaveli, assez connu, avec plus de 15 000 followers, rien que sur le réseau social TikTok, a été sauvagement battu à mort à Bakodji-Koroni à Sei. La cause, une dispute avec une dame âgée, vendeuse de pâtés et qui a tourné au drame. Notre petite enquête dans les rues de Bamako montre clairement que les Bamakois condamnent cette sorte de justice populaire. Depuis quand on frappe quelqu'un à mort en pleine rue? À pays là même, je n'aime plus quoi en fait. Pour Mohamed Diallo, juriste de formation et responsable RH dans une entreprise de la place, la loi est claire. Le lynchage public est formellement interdit et constitue une infraction pénale. Bon, le lynchage public a une autre qualification juridique. On n'appelle pas expressément lynchage public, mais c'est qualifié en tant que coup et blessure volontaire. Donc cela constitue une infraction pénale qui est classée parmi les infractions délictuelles. Mais elles peuvent devenir un crime en cas de circonstances atténuantes, comme le cas de Dor, quand il y a eu mort d'homme. Donc ça peut devenir un crime. Selon le jeune juriste Mohamed Diallo, des infractions spécifiques peuvent être retenues contre les auteurs qui sont ainsi passibles de poursuites judiciaires. Meurtre, coup et blessure volontaire, ça c'est du crime. Là, il s'agit d'une infraction criminelle. Quand il y a homicide, on parle d'infraction criminelle. Donc les peines criminelles sont de 5 à 20 ans, la réclusion à perpétuité et la mort. Mais ça dépend aussi de l'appréciation du juge. Donc c'est le juge qui décide avec tous les éléments réunis, donc les éléments intentionnels, matériels et légaux, donc pour prononcer la sentence. Traditionnellement, dans notre société, les litiges et incompréhensions étaient résolus à l'amiable, sans forcément avoir recours à la violence. C'est ce qu'affirme Chaka Keita, journaliste culturel. Dans la société Bamana ou Malinké, pour être très clair, les questions de litige ou de justice sont gérées cas par cas. S'il y a un problème entre deux familles, c'est au niveau du quartier que c'est géré. S'il y a également un problème entre deux villages, également c'est la contrée qui intervient. Toujours selon Chaka Keita, la justice traditionnelle était rendue avec comme souci premier le respect de la dignité humaine. Comme je l'ai dit, toujours il faut reconnaître son tort. En fonction de cela, la sentence tombe. Mais quand la situation devient très grave, cas de tuerie ou qu'il y a question d'exaction, la justice a appliqué également, mais avec surtout le respect de la dignité humaine. Il n'y avait pas cette humiliation. Par exemple, on ne prenait pas quelqu'un pour le fusiller devant tout le monde. Nul ne doit s'y rendre justice, donc au regard de toutes les pertes en vies humaines accompagnées de leur choc émotionnel, il serait préférable de laisser la justice aux professionnels du droit. Rendons à César ce qui appartient à César. Hommage à un confrère, Daniel Dembélé, familièrement Tonton Dani, ou encore Galaboucho, figure majeure du réseau radiophonique Jamana, s'est éteint samedi dernier. Il était à la fois animateur, technicien, formateur, coordinateur de ce réseau. Derrière sa voix, ce sont des décennies d'engagement, de rigueur et de bonne humeur qui s'en vont. Habila Kone nous retrace la carrière de cet homme de radio que fut Tonton Dani. Il avait ses rires irreconnaissables entre mille. Cette générosité discrète qui transformait chaque studio en lieu de confiance. De la radio Jamana de Koutiala aux installations techniques de Tombouctou, Dani n'était pas un simple professionnel.
Il était une âme de la radio malienne, un artisan des zones, un compagnon fidèle du micro et du câble. Sa disparition bouleverse toute une génération de journalistes et de techniciens. Recruté dans les années 90, Daniel Damele a contribué à poser les fondations techniques et humaines de la coopérative culturelle Djamana. On lui doit l'installation et le suivi d'une dizaine de radios FM à travers le pays. Mais c'est aussi pour son talent d'animateur qu'il reste gravé dans la mémoire des auditeurs. C'est à juste raison qu'un hommage lui est rendu par ses anciens collègues. A commencer par Idrissa Sako, journaliste à Sidio Tamani, son collaborateur direct avec qui il a partagé avec émotion des souvenirs de travail et de complexité. Quand il entreprend quelque chose, il le fait jusqu'au bout. La dernière chose sur laquelle il était avec nous tout de suite, c'était notre station de télévision qu'on a monté tout le dossier. Maintenant, compte tenu des difficultés actuelles, donc on a préféré surseoir à ça pour le moment. Et sinon, c'est lui qui a fait tout le travail. Mais Daniel était vraiment un technicien. Il a formé beaucoup de camarades ici à Djamana et dans d'autres radios aussi. Et il a travaillé à l'URTEL et tout dernièrement était un peu le secrétaire général de l'URTEL, donc il accompagnait Dante. Hamidou Konaté, directeur général de la coopérative Djamana, évoque lui la carrière de Dani en mettant en exergue son impact sur la professionnalisation des radios locales sans oublier son côté humain. Daniel a été recruté en 1993 à la radio Djamana de Kuchala. Et moi, j'étais à Ségou en tant qu'animateur à la radio Foko de Ségou. Donc, les deux radios appartenaient à la coopérative culturelle Djamana. Mais Daniel était différent des autres animateurs que nous avons connus. Parce qu'en dehors de l'animation de la radio, Daniel était un technicien doué. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il n'est pas de ce monde qu'on se permet de dire tout ce qui plaît à l'oreille. Il aimait son prochain. À travers les témoignages que vous venez d'entendre, se dresse le portrait d'un homme profondément attaché à la radio. La radio, c'est vecteur de liens sociaux et de connaissances. Dani était une sorte de passeur, quelqu'un qui montrait les chemins, qui formait autant par l'exemple que par la parole. La grande famille Djamana perd un de ses piliers, mais garde en héritage une manière d'être, de faire et de servir. Adieu, Glabouchou. Le Togo a fermé hier les chaînes internationales françaises que sont RFI, Radio France Internationale et France 24. La suspension de diffuser sur le sol togolais durera 3 mois. Dans son communiqué, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Togo précise que cette mesure fait suite à des manquements déjà signalés en matière d'impartialité, de rigueur et de vérification des faits. Plusieurs émissions récentes sur ces deux chaînes ont porté atteinte à la stabilité des institutions républicaines et à l'image du pays, précise le communiqué. La liberté de la presse ne saurait être synonyme de désinformation ou d'ingérence, ajoute l'instance de régulation de l'audiovisuel togolaise. La guerre israélo-iranienne se poursuit avec intensité des bombardements de part et d'autre. Les gardiens de la révolution iranienne déclarent poursuivre sans interruption des frappes sur Israël pour le rendre inhabitable. Réunis au Canada, les dirigeants du G7 ont affirmé le droit d'Israël de se défendre et ont appelé à protéger les civils. Le monde retient son souffle. Le sport. Le Stade malien de Bamako, couronné champion de Ligue 1 professionnelle 2024-2025 pour la 21e fois de son histoire. Cela s'est produit au terme de la 24e journée du championnat après une victoire plutôt palpitante contre l'AS Bakaridjan avec un score de 1-0 au stade Mamadou Konaté. Le récit de notre reporter Moussa Diarra. Avec 56 points au compteur et 2 journées encore à jouer, les Blancs de Bamako ont creusé un fossé que même un léopard aurait du mal à traverser, notamment avec les Djoliba AC qui traînent avec 48 points. Cette avance tranquille leur a permis de lever les bras en signe de victoire avant même que le dernier coup de sifflet retentisse. Cette domination ne laisse pas de place à l'improvisation. Le chemin vers ce titre fut tout sauf banal.
Après le début de saison compliqué, avec une série de 6 matchs où la victoire les fuyait comme un chat sur un toit glissant, l'équipe dirigée par le coach Mamoutou Kane, affectueusement appelé Mourlé, a décidé qu'il était temps d'agir. Ce fut un peu comme si une cloche avait sonné et qu'ils ont alors commencé à rattraper leur retard de 8 points sur le Djoliba AC, prenant la tête du championnat dès la 17e journée. Analyse de Souleymane Bobo Tunkara, chroniqueur sportif du journal national Les Sorts. Il faut dire que le stade malien de Bamako a été un très beau champion. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, le début du championnat a été très très difficile pour le stade malien. Mais je pense surtout que le stade malien a réussi à relever la tête grâce à l'expérience de son entraîneur. C'est vrai que les joueurs sont les acteurs principaux, mais je pense que c'est surtout l'entraîneur qui mérite d'être félicité. Pourquoi? Parce que dès le départ, il a dit, quand le stade a commencé à enregistrer de mauvais résultats, il a dit que lui, il est sûr et certain que le stade malien va relever la tête. Le stade malien de Bamako a terminé la saison avec 58 points en 26 matchs, dont 18 victoires, 7 nuls et seulement 2 défaites. Mais encore, il affiche la meilleure attaque du championnat avec 46 buts marqués et la meilleure défense n'ayant encaissé que 12 buts. Le résultat d'un sacrifice collectif selon le capitaine du club, Mamadou Doumia. On savait que ça n'allait pas être facile. Le début a été compliqué. On a décidé de travailler collectivement pour remettre les pendules à l'heure. C'est ce qui a payé. Non content de se balancer joyeusement avec leur titre de champion, le stade malien de Bamako a également réalisé un doublé en s'emparant de la Coupe du Mali 2025 le 31 mai, au terme d'une finale très disputée contre leur grand rival, le Djoliba Athletic Club, sur le score d'1-0, ajoutant une 24e coupe à son palmarès pour le plus grand bonheur de Ousmane Diakité, président des sporteurs du club. Je suis très content parce que le début de saison a été très difficile. Mais à l'arrivée, on a réalisé un doublé. Je suis très content. Blanc joue, blanc gagne. Depuis le début des années 2000, les Blancs de Bamako ont remporté 15 titres de champion. Un bel exemple de plaque du destin. Le club montre qu'ils savent ce qu'ils font et qu'ils ont des joueurs de grande qualité. L'entraîneur Mamoutou Kane veut continuer sur cette lancée. Il fallait croire. Le résultat ne vient pas comme ça. Le résultat, il faut travailler dur. Après un travail dur, il faut être patient. Après la patience, il faut qu'il y ait une cohésion. Quand il va y avoir cette cohésion, il faut un sacrifice. Et ce sacrifice, il faut aimer le peuple et en fait la motivation. C'est ce qui nous a amené à avoir tous ces résultats. Avec ce titre de champion du Mali, le stade malien de Bamako a maintenant son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions africaine. Une belle opportunité pour le club de porter haut les couleurs du pays sur la scène continentale. Le sport. C'est tout pour cette édition présentée par Soumaïla Issamega. Avant de vous quitter, le rappel des titres qui l'ont composé. Le Mali décidé à mieux profiter de sa production d'or en se dotant d'une raffinerie. Le chef de la transition a posé hier à Sénou la première pierre. Célébration hier de la journée de l'enfant africain et lancement des états généraux sur la situation de la femme. C'était au CICB avec des promesses d'amélioration de ces importantes et vulnérables couches sociales. Le monde de l'éducation entre en période d'examen débuté en retard. Les programmes de formation ont été bien bouclés. Les candidats gardent espoir. Clôture ce jour à 100 de la quinzaine de l'environnement. Beaucoup d'efforts à faire pour sauver partout le cadre de vie. Le lynchage public, un phénomène à combattre coûte que coûte, le dossier du jour dans ce journal. Page sportive de ce journal consacrée au parcours du Stade malien, club champion du Mali pour la 21e fois. Supervision, les professeurs Baba Djourté et Tchona Mathieu Kone. La mise en onde était assurée par Idrissa Kanté. Merci à vous, chers auditeurs, et à demain à la même heure, c'est-à-dire 15h. C'était le journal de la sortie pédagogique de la 6e promotion, spécialité radio, de l'École supérieure des journalisme et des sciences de la communication. Félicitations.